Imposer le respect sans élever la voix, c'est comme allumer une torche dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de l'agiter pour que tout le monde la voie. Sa lumière parle d'elle-même. Et ici, juste maintenant, tu as deux options. Continuer comme jusqu'à présent, en permettant aux autres de mesurer ta valeur avec des règles que tu n'as pas écrites, ou rester et apprendre à ce que personne ne franchisse à nouveau tes limites sans ressentir le poids de son erreur. Ce n'est pas un moment ordinaire, car ce que tu vas entendre n'est pas un divertissement vide, c'est une invitation à transformer la façon dont tu te déplaces dans le monde. Je ne vais pas l'enjoliver. Si tu cherches une conversation douce pour te sentir bien pendant quelques minutes, puis l'oublier, ce n'est pas ta place. Ce qui suit est sérieux, direct et sans concession. Ici, tu vas découvrir comment rester calme quand on veut te faire sortir de tes gonds, comment faire en sorte que ton silence pèse plus que les mots des autres, comment ta présence peut parler avant même que tu ouvres la bouche. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être le maître absolu de soi-même, même au milieu du chaos. Car celui qui contrôle ses émotions contrôle tout le terrain. Celui qui sait quand parler et quand se taire, quand maintenir le regard et quand se retirer, n'a pas besoin de menaces ni d'explications. Si tu décides de rester, tu apprendras à transformer ton self-control en ta plus grande arme, ta dignité en ton bouclier et ta présence en un message que tous comprennent sans que tu aies à dire un seul mot. 1. Maîtrise l'art de garder le silence avec intention. Maîtriser l'art de garder le silence avec intention est comme tenir un fil invisible. Il ne coupe pas à première vue, mais tout le monde ressent sa présence. Ce n'est pas un silence vide ou un vide inconfortable, mais un outil stratégique qui te place en position d'avantage face à quiconque tente de te provoquer ou de te manipuler. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils l'associent à la faiblesse, à l'incapacité de savoir quoi dire ou à être en désavantage. Cependant, lorsque tu le comprends et l'utilises consciemment, tu découvres que c'est une des armes les plus puissantes que tu peux avoir. Dans la vie réelle, répondre immédiatement est souvent une réaction impulsive qui te rend vulnérable. Tes mots peuvent révéler ton état émotionnel, ton niveau de confiance ou même ton point faible. Lorsque tu choisis de te taire, tu ne le fais pas pour éviter le conflit, mais pour prendre le contrôle du rythme. Tu n'entres pas dans le jeu de l'autre, c'est toi qui décides quand, comment et si cela vaut la peine de répondre. Le silence avec intention n'est pas passivité, c'est maîtrise. Le stoïcisme enseigne que toutes les provocations ne méritent pas de réponse. Marc Aurèle avertissait que l'esprit qui reste calme est invulnérable aux insultes et aux attaques, car le véritable pouvoir réside dans la décision de ce à quoi tu accordes ton attention. Garder le silence ne signifie pas accepter ce qu'on dit de toi. Cela signifie que tu ne permets pas que ce qu'on dit dicte tes actions. Pour appliquer cette compétence, tu as besoin de deux éléments, le contrôle émotionnel et la lecture de la situation. Le contrôle émotionnel t'empêche de répondre simplement pour te défendre ou prouver quelque chose. La lecture de la situation te permet d'identifier quand une réponse serait inutile et quand un silence percutant a plus d'impact. Parfois, le silence est plus dérangeant que n'importe quel argument parce qu'il oblige l'autre à se confronter à lui-même. Pense à un exemple quotidien. Quelqu'un fait un commentaire sarcastique en espérant que tu sautes pour te justifier. Si tu réagis, tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu gardes le silence, tu maintiens une posture ferme et un regard calme. L'inconfort change de place. Il n'est plus en toi, mais en celui qui a essayé de te provoquer. Ce moment révèle qui a vraiment le contrôle. Le pratiquer au quotidien nécessite de la discipline. Tu peux commencer par éviter d'expliquer chaque décision que tu prends, ne pas répondre aux messages provocateurs ou faire une pause de quelques secondes avant de répondre dans une discussion. Avec le temps, cette pause devient un filtre qui empêche tes émotions de décider pour toi. Dans l'environnement de travail, le silence avec intention peut désamorcer les conflits. Si un collègue te met la pression pour donner une réponse immédiate sur une question délicate, tu n'as pas à répondre sur le moment.
Tu peux garder le silence, respirer et ensuite répondre de manière brève et directe, évitant de t'engager dans quelque chose sans y avoir réfléchi. Personnellement, ce silence peut te protéger des discussions inutiles avec des membres de ta famille ou des amis qui cherchent à discuter plus par habitude que par nécessité. Le plus important est de comprendre que le silence n'est pas une absence d'action, c'est une action stratégique. Parfois, c'est la réponse la plus forte que tu peux donner, car elle n'alimente pas le feu de l'autre. Cela ne signifie pas que tu ignores ce qui se passe, mais que tu choisis quand agir et quand laisser le poids du moment retomber sur celui qui a tenté de bouger tes émotions. Lorsque tu maîtrises l'art de garder le silence avec intention, les gens commencent à te traiter différemment. Ils mesurent leurs mots avec toi parce qu'ils savent que tu ne réagis pas impulsivement, que tu ne donnes pas tes émotions à n'importe qui et que, si tu décides de parler, c'est parce que cela en vaut vraiment la peine. C'est là le véritable pouvoir du silence. Non pas celui de se taire par peur, mais celui de se taire parce que tu décides et parce que tu sais que ton calme impose plus que n'importe quel cri. 2. Réponds avec dignité et désarme sans colère. Répondre avec dignité est comme diriger un gouvernail en pleine tempête. Le vent frappe, les vagues se lèvent, et même si tu pourrais le lâcher et te laisser emporter, tu choisis de garder le contrôle et de diriger ton bateau avec fermeté. La provocation est ce vent qui tente de te dévier. La colère est la vague qui peut te renverser. Et si tu cèdes à l'une ou l'autre, tu perds le cap. La dignité, en revanche, est l'encre qui te maintient fermement au centre, qui t'empêche de te rabaisser au niveau de celui qui veut t'entraîner. Dans la vie réelle, quand quelqu'un te provoque, il attend une réaction. Il cherche un geste de colère, un mot impulsif ou une erreur qu'il peut utiliser contre toi. Si tu tombes dans le piège, le contrôle n'est plus entre tes mains. Mais si tu réponds calmement et avec un ton stable, tu montres que ta valeur ne réside pas dans le fait de gagner l'échange, mais de rester maître de toi-même. Une réponse sans colère n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration que tu ne vas pas donner ton équilibre en échange d'une satisfaction momentanée. Le stoïcisme est clair sur ce point. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux décider comment tu réponds. Sénèque avertissait que la colère est une folie brève et que pendant ces secondes de perte de contrôle, nous sommes capables de dire ou de faire des choses que nous regrettons plus tard. Garder la dignité, c'est résister à cette folie. C'est comprendre que la provocation d'autrui en dit plus sur la personne qui la lance que sur toi. Pour y parvenir, tu dois maîtriser la pause. Avant de répondre, respire. Évalue si ce que tu vas dire est le produit d'un orgueil blessé ou d'une véritable intention de communiquer quelque chose de nécessaire. Si c'est la première option, le silence est ta meilleure stratégie. Si c'est la seconde, parle avec la sérénité de celui qui ne cherche pas les applaudissements ni à prouver sa supériorité, mais la clarté. Cette pause, bien qu'elle puisse sembler petite, change tout. Elle t'empêche d'agir sous l'impulsion et transforme ta réponse en un acte conscient. Dans un environnement de travail, imagine qu'un collègue essaie de te discréditer devant les autres. Une réaction impulsive pourrait aboutir à un conflit ouvert et épuisant. En revanche, une réponse brève et mesurée qui corrige l'erreur sans perdre le ton, non seulement désarme l'attaque, mais renforce également ton image de professionnel solide. Sur le plan personnel, si quelqu'un essaie de te manipuler en utilisant tes émotions, répondre par une phrase contrôlée, sans élever la voix, interrompt la dynamique sans laisser de place à l'escalade de la discussion. La clé réside dans la cohérence entre tes mots, ton ton et ton langage corporel. Si ta voix est calme, mais que ta posture transmet de la tension ou que tes gestes montrent de la colère, le message perd de sa force. L'autorité réelle se ressent lorsque tout ton être communique le contrôle. Et ce contrôle n'est pas fin, mais cultivé par la pratique constante de ne pas réagir impulsivement. Répondre avec dignité ne signifie pas permettre les abus, ni rester silencieux face à l'injustice. Cela signifie défendre ta position à partir de la force,
pas de la colère. C'est dire jusqu'ici sans que ta voix tremble, sans crier et sans tomber dans des provocations qui épuisent ton énergie. C'est montrer que tu peux te protéger et en même temps garder ton sang-froid. Lorsque tu fais de cela une habitude, les gens commencent à percevoir que tu n'es pas quelqu'un qui peut être facilement manipulé. Ils comprennent que, même s'ils peuvent essayer de te provoquer, ils ne réussiront pas à perturber ton centre. Et ce respect que tu génères n'est pas le fruit de la peur, mais de la certitude que tu contrôles ta réponse dans n'importe quelle situation. Parce qu'au final, celui qui répond avec dignité ne gagne pas seulement l'interaction, il gagne aussi la bataille la plus importante, celle de ne pas se perdre lui-même. 3. Poser des questions gênantes avec intelligence. Poser une question intelligente au bon moment, c'est comme allumer une lumière intense dans une pièce où quelqu'un essayait de cacher quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'accuser, de crier ou de confronter directement. Il suffit d'exposer le point exact que l'autre personne voulait éviter. Le pouvoir d'une question bien formulée réside dans le fait qu'elle oblige l'autre à réfléchir, à se justifier ou même à révéler plus qu'il ne le souhaitait. Et le meilleur, c'est qu'elle le fait sans que vous ayez à perdre votre calme ou à montrer une attitude agressive. Celui qui sait poser des questions avec précision peut diriger la conversation sans que l'interlocuteur se rende compte qu'il est mené. Dans la vie réelle, les questions gênantes ne sont pas posées pour humilier, mais pour mettre en évidence des contradictions, des mensonges ou des intentions cachées. Si quelqu'un essaie de vous manipuler, vous pouvez répondre par quelque chose d'aussi simple que « Pourquoi penses-tu que c'est juste ?» ou « Qu'est-ce qui te fait penser que c'est la seule option ?» Ce n'est pas une attaque, mais cela place l'autre dans une position où il doit répondre ou admettre que son argument ne tient pas. Ce moment de gêne est crucial, car le focus se déplace et le poids de la conversation retombe sur l'autre partie. Le stoïcisme enseigne à ne pas réagir impulsivement, mais à agir avec un but. Une question intelligente est un outil de but pur. Vous ne cherchez pas à gagner un débat, mais à obtenir de la clarté et à exposer la vérité sans vous énerver. Marc Aurèle et Épictète insistaient sur l'importance de se questionner non seulement les autres, mais aussi soi-même, car les réponses révèlent plus que toute affirmation directe. Poser des questions est une forme de contrôle, car celui qui pose les questions dirige la direction du dialogue. Pour maîtriser cette compétence, vous devez travailler deux aspects, l'observation et le timing. Observer signifie écouter attentivement, détecter des contradictions et des points faibles dans ce que l'autre dit. Le timing consiste à choisir le moment exact pour poser la question, ni avant ni après. Si vous le faites trop tôt, elle peut passer inaperçue. Si vous le faites trop tard, l'impact est perdu. Une question gênante, bien placée, arrête le flux de la conversation comme un mur que l'autre ne s'attendait pas à trouver. Dans un environnement de travail, lorsqu'un supérieur ou un collègue essaie de vous imposer une tâche injuste, au lieu de dire « je ne peux pas », vous pourriez demander « pouvez-vous m'expliquer comment cela s'inscrit dans mes responsabilités actuelles ?» Sur le plan personnel, si quelqu'un essaie de vous manipuler avec des flatteries ou des reproches, une question comme « Pourquoi me le dis-tu juste maintenant ?» peut changer le cours de l'échange et révéler des intentions cachées. Le secret est de garder un ton neutre. Il ne s'agit pas de paraître défiant, mais de montrer un intérêt sincère qui oblige l'autre à répondre. Cette neutralité déconcerte, car celui qui cherchait une réaction émotionnelle se retrouve face à une réponse qu'il ne peut classer ni comme attaque, ni comme soumission. Cette confusion joue en votre faveur. Avec le temps, les gens commencent à être plus prudents avec vous, non pas parce qu'ils ont peur de vos paroles, mais parce qu'ils savent que si quelque chose ne va pas, vous le remarquerez et le soulignerez avec une question qui ne leur laisse pas d'espace pour s'échapper. Poser des questions intelligemment est une forme de respect envers soi-même et de défense de sa paix intérieure. Ce n'est pas crier plus fort, c'est penser plus clairement. C'est comprendre que, parfois, la façon la plus efficace de confronter n'est pas de dire « tu as tort », mais de demander « es-tu sûr ?» 4. Marquez vos limites avec une voix ferme et une présence.
Marquer des limites, c'est comme construire un mur invisible autour de votre espace personnel. Tout le monde ne le voit pas, mais tout le monde le ressent lorsqu'il s'approche trop près. Il ne s'agit pas de monter des briques pour vous isoler, mais de clarifier jusqu'où les autres peuvent aller et quel territoire vous appartient uniquement. Les personnes qui n'établissent pas de limites finissent par céder des morceaux de leur paix petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, elles réalisent qu'elles n'ont plus d'espace propre. Une limite n'est pas une barrière contre le monde. C'est une déclaration silencieuse de respect envers soi-même. Dans la vie quotidienne, les limites s'expriment autant par des mots que par la présence. Une voix ferme et sûre est aussi importante que la posture et le regard qui l'accompagnent. Vous n'avez pas besoin de crier ou de montrer de l'hostilité, mais vous devez transmettre la conviction que ce que vous dites n'est pas négociable. Lorsque vous dites non avec assurance, vous envoyez un message qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Et lorsque ce non est accompagné d'une posture droite et d'un contact visuel stable, la force de votre position se multiplie. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle n'est pas seulement gérer les émotions internes, mais aussi protéger l'environnement dans lequel ces émotions se développent. Marc Aurèle comprenait que vous ne pouvez pas avoir de paix intérieure si vous permettez à d'autres d'envahir votre espace physique, mental ou émotionnel. Les limites sont une façon de dire « ma vie m'appartient » et de rappeler aux autres que votre énergie n'est pas disponible pour toute demande ou manipulation. Les établir nécessite d'abord de reconnaître ce qui est important pour vous. Vous ne pouvez pas marquer des limites claires si vous ne savez pas ce que vous défendez. Demandez-vous quelle situation vous épuise, quel comportement vous n'êtes pas prêt à tolérer et à quel moment vous sentez que vous cédez plus que vous ne le devriez. À partir de là, définissez votre réponse. Cela peut être une phrase simple comme « je ne me sens pas à l'aise avec ça » ou « je ne vais pas permettre que tu me parles ainsi ». Le secret est de le dire sans hésitation, avec un ton stable et sans tomber dans de longues explications qui ouvrent la porte à des débats inutiles. Dans un contexte professionnel, cela peut signifier refuser des tâches qui dépassent clairement vos responsabilités ou votre temps, en précisant que votre agenda a une limite. Sur le plan personnel, cela peut signifier ne pas permettre à des membres de la famille ou à des amis d'envahir votre vie privée ou de vous pousser à agir contre vos valeurs. La clé est que, une fois que vous avez fixé une limite, vous la maintenez fermement. Si vous la cédez facilement, elle perdra toute sa valeur. La présence est le renforcement silencieux de ces limites. Si votre langage corporel contredit vos paroles, le message s'affaiblit. Une limite est perçue non seulement dans ce que vous dites, mais aussi dans la façon dont vous vous maintenez après l'avoir dit. La fermeté n'est pas de l'agressivité, c'est la cohérence entre votre posture, votre voix et vos actions. Lorsque vous apprenez à marquer des limites avec une voix ferme et une présence, les gens commencent à comprendre que votre espace n'est pas un terrain libre à envahir. Et ce respect que vous générez n'est pas le fruit de la peur, mais de la reconnaissance que vous savez qui vous êtes, ce que vous permettez et ce que vous ne permettez pas. Parce qu'une limite claire n'est pas un mur froid. C'est un signal allumé qui dit « Ici, je me respecte et j'attends la même chose de toi. » 5. Projette ta valeur sans l'expliquer. Projeter ta valeur, c'est comme porter un bijou que tu ne montres pas, mais dont la présence est pressentie. Tu n'as pas besoin de le sortir de ta poche pour que tout le monde sache qu'il est là, car ta façon de marcher, de regarder et d'agir révèle déjà que tu possèdes quelque chose de précieux. L'erreur de beaucoup est de croire qu'ils doivent convaincre les autres de leur importance par des explications, des justifications ou des fanfaronnades. Mais le véritable respect ne se gagne pas en parlant de soi, mais en laissant les actes parler en silence. Dans la vie quotidienne, expliquer constamment qui tu es, ce que tu as accompli ou ce que tu vaux, est comme vendre un produit en répétant sa publicité sans permettre aux gens de l'essayer. L'impact réel vient lorsque les gens voient une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais.
Si tu travailles avec excellence, si tu tiens ta parole, si ton comportement reflète la sécurité et des principes solides, tu n'as pas besoin de te promouvoir. Ta valeur devient évidente, même pour ceux qui essaient de la minimiser. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin d'ornement ni de proclamation. Sénèque avertissait que le véritable mérite se reconnaît par lui-même, car celui qui le possède ne dépend pas de l'approbation des autres. Montrer ta valeur sans l'expliquer implique de vivre de telle manière que les gens l'aperçoivent sans que tu la signales. C'est la différence entre dire « tu peux me faire confiance » et agir de telle manière que les gens te font simplement confiance. Pour y parvenir, il faut travailler sur la cohérence. Un moment de grandeur ne suffit pas si tu tombes ensuite dans des contradictions. La confiance et le respect se construisent à travers une chaîne de petites actions qui confirment que tu es quelqu'un de fiable, discipliné et authentique. Chaque fois que tu tiens un engagement, que tu gères un conflit avec calme, que tu prends des décisions fermes sans chercher l'approbation, tu projettes ta valeur. Dans le domaine professionnel, cela peut signifier obtenir des résultats sans avoir à annoncer chaque effort que tu as fait pour les obtenir. Dans les relations personnelles, cela signifie démontrer du respect, de la loyauté et de la stabilité sans avoir à le souligner à chaque conversation. Les personnes les plus admirées ne sont pas celles qui parlent le plus de leurs vertus, mais celles qui vivent de telle manière que ces vertus sont remarquées sans être mentionnées. Un point clé est d'éviter de tomber dans le jeu de défendre ta valeur face à ceux qui la remettent en question par insécurité ou manipulation. Si quelqu'un essaie de te discréditer, ne tombe pas dans le piège de te justifier encore et encore. Une réponse brève et ton comportement constant sont suffisants pour que le temps parle pour toi. Celui qui observe vraiment verra. Celui qui ne veut pas le voir ne le verra pas même si tu lui expliques 1000 fois. Ta valeur est quelque chose que l'on ressent, pas quelque chose que l'on négocie. C'est pourquoi projeter ta valeur sans l'expliquer implique aussi de ne pas gaspiller ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ne la méritent pas. C'est investir ton temps et ton attention dans ce qui construit, pas dans ce qui essaie de te démolir. Lorsque tu atteins ce niveau de présence, les gens commencent à te traiter avec un respect que tu n'as pas demandé, mais que tu as semé avec cohérence. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, ni de faire des discours pour rappeler à quiconque qui tu es, car tes actions parlent dans une langue que tout le monde comprend, celle du caractère ferme et de la dignité intacte. C'est le genre de valeur qui n'a pas besoin d'explication, parce qu'elle s'impose d'elle-même. 6. Utilise l'humour comme une arme de contrôle émotionnel. L'humour bien utilisé est comme un paratonnerre au milieu d'une tempête. Il dévie l'énergie avant qu'elle ne t'atteigne et la transforme en quelque chose qui ne peut pas te faire de mal. Il ne s'agit pas de rire de tout, ni de minimiser ce qui est sérieux, mais de trouver un moyen de désamorcer la tension sans que l'autre personne ne parvienne à t'entraîner sur son terrain. Lorsqu'il est appliqué intelligemment, l'humour ne fait pas seulement rompre le moment d'hostilité, il montre aussi clairement que tu gardes le contrôle absolu de toi-même, parce que si tu peux plaisanter, c'est que tu n'as pas été déstabilisé. Dans la vie réelle, utiliser l'humour comme défense ne signifie pas devenir un clown ni chercher à plaire à tout le monde. Au contraire, c'est un outil stratégique pour alléger le poids d'une attaque, éviter une réaction impulsive et parfois même rendre le coup sans que cela semble être un affrontement. Une réponse légère mais intelligente peut laisser celui qui te provoque sans argument et sans la satisfaction de te voir perturbé. Le stoïcisme n'est pas incompatible avec l'humour. En fait, la capacité à rire au milieu de la difficulté est un signe de force intérieure. Sénèque disait que parfois le meilleur mépris est l'indifférence. Et l'humour est une façon subtile de montrer cette indifférence sans tomber dans une froideur absolue. C'est comme dire « cela ne me déstabilise pas, je peux jouer avec ça ». Pour appliquer cette compétence, tu dois d'abord apprendre à lire la situation. Toutes les circonstances ne permettent pas une touche d'humour. Si le sujet est profondément sérieux ou sensible, forcer une blague peut être irrespectueux.
Mais dans la plupart des interactions quotidiennes, commentaires sarcastiques, petites provocations, tensions au travail, une réponse astucieuse peut changer l'atmosphère. Par exemple, si quelqu'un fait un commentaire malveillant sur ta façon de t'habiller, tu pourrais répondre avec un sourire « Merci de l'avoir remarqué, j'essaie de leur donner un sujet de conversation ». Ce n'est pas agressif, mais ce n'est pas non plus soumis. Le secret est que l'humour ne doit pas venir de la colère, mais de la sérénité. Si tu plaisantes pour humilier, tu entres dans le même jeu que l'autre. Si tu le fais pour montrer que cela ne t'affecte pas, alors l'avantage est à toi. L'humour intelligent ne s'explique pas, il est laissé tomber comme quelque chose de naturel qui désactive la charge émotionnelle du moment. Au travail, il peut t'aider à éviter qu'une discussion ne monte en flèche. Dans ta vie personnelle, il peut empêcher qu'une conversation inconfortable ne se transforme en conflit ouvert. Même dans les discussions familiales, une blague légère au bon moment peut couper la tension comme un couteau, empêchant la situation d'escalader. Avec le temps, l'humour devient une partie de ta présence. Les gens savent que, même s'ils essaient de te provoquer, tu ne perdras pas le contrôle. Ils comprennent que tu n'es pas quelqu'un qui réagit avec colère, mais avec intelligence. Et cette combinaison est dangereuse pour quiconque cherche à te manipuler, car il n'y a pas de frustration pire que de vouloir allumer un feu et de voir que l'étincelle ne prend pas. Utiliser l'humour comme une arme de contrôle émotionnel ne signifie pas minimiser ce que tu vis, mais montrer que tu décides comment cela t'affecte. Et quand tu y arrives, tu envoies un message clair. Rien ni personne n'a le pouvoir de te voler ta tranquillité. Parce que même au milieu de la tempête, tu es celui qui tient le paratonnerre. 7. Terminer les interactions sans bruit et avec autorité. Terminer une interaction est comme fermer un livre qui ne vous apporte plus rien. Vous ne le déchirez pas, vous ne le brûlez pas, vous ne perdez pas de temps à justifier pourquoi vous arrêtez de le lire. Vous le fermez simplement et vous le mettez de côté. Il n'y a pas de drame, juste une décision claire que votre temps et votre énergie ont une valeur que vous n'allez pas gaspiller. C'est l'une des compétences les plus puissantes pour protéger votre paix intérieure et imposer le respect, car elle montre aux autres que vous n'êtes pas quelqu'un qui reste par habitude ou par peur de déranger, mais quelqu'un qui décide quand il est temps de se retirer. Dans la vie réelle, la plupart des gens restent coincés dans des interactions qui n'ont plus de sens pour une simple raison. L'ego. Ils veulent avoir le dernier mot, prouver qu'ils ont raison ou montrer clairement qu'ils ne sont pas faibles. Le problème est qu'en faisant cela, ils finissent par donner plus de pouvoir à l'autre et au conflit lui-même. Le véritable autocontrôle consiste à vous retirer avant que la situation ne devienne un jeu d'usure. Lorsque vous terminez avec autorité, vous ne le faites pas pour fuir, mais parce que vous avez évalué que rester là ne vous apporte plus rien. Le stoïcisme enseigne que le temps et l'attention sont des ressources limitées. Marc Aurèle répétait qu'il n'y a pas de plus grande perte que de consacrer votre vie à des choses qui ne valent pas la peine. Terminer une interaction sans bruit signifie prioriser votre paix sur le besoin de gagner une discussion. Et cette décision envoie un message fort. C'est vous qui décidez quand un échange se termine, pas l'autre personne. Cela nécessite 3 choses: clarté, concision et cohérence. Clarté pour savoir quand quelque chose a atteint son point final. Concision pour terminer sans discours interminable qui ouvre de nouvelles portes au conflit. Et cohérence pour que votre langage corporel et votre ton de voix renforcent votre décision. Une phrase comme « je n'ai plus rien à dire » ou « nous pouvons en rester là » peut être plus puissante que 10 minutes d'arguments supplémentaires. Dans un environnement de travail, cela signifie savoir mettre fin à des réunions improductives ou à des discussions stériles avec des collègues qui cherchent seulement à prolonger le problème. Sur le plan personnel, cela peut être éviter qu'une conversation avec un ami ou un membre de la famille ne dégénère inutilement. Même sur les réseaux sociaux, terminer avec autorité signifie simplement arrêter de répondre lorsque vous voyez que le dialogue a perdu son sens. L'erreur la plus courante lors de la clôture est de vouloir expliquer trop pourquoi vous prenez votre décision.
Chaque justification supplémentaire est une occasion pour l'autre d'essayer de vous convaincre ou de vous manipuler. C'est pourquoi l'autorité dans la clôture réside dans le fait de la garder propre et sans ouverture pour continuer. Lorsque vous développez cette compétence, les gens commencent à traiter vos limites avec plus de respect. Ils savent qu'avec vous, l'usure émotionnelle ne fonctionne pas, que vous ne resterez pas dans un échange par inertie. Ils comprennent que vous valorisez votre temps et que vous ne permettez pas qu'on vous le vole avec des jeux sans sens. Terminer les interactions sans bruit et avec autorité n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence. C'est la capacité de décider que, bien que vous pourriez continuer, vous ne le ferez pas parce que votre énergie a un prix et que tout le monde ne peut pas le payer. Et lorsque les gens voient que vous gérez votre sortie avec calme, fermeté et sans drame, cet acte simple devient une déclaration silencieuse de pouvoir. 8. Fais de ta présence un aimant de respect. Avoir une présence qui impose le respect est comme porter une armure invisible. Tu n'as pas besoin de la montrer, mais tout le monde l'aperçoit. Ce n'est pas un déguisement ni une façade, mais le reflet de la façon dont tu penses, agis et te comportes avec toi-même. Le véritable respect ne se demande ni ne s'exige, il est provoqué naturellement lorsque ton comportement est cohérent, ton langage corporel transmet de la sécurité et ton autocontrôle est évident même dans des moments de tension. Les gens respectent ce qui projette de la fermeté, de la cohérence et de l'authenticité. Tu peux être en réunion, dans une conversation informelle ou simplement en marchant. Et ta seule posture, ton regard et ta façon d'écouter transmettent déjà que tu n'es pas quelqu'un qui se laisse manipuler facilement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un message silencieux. Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de te convaincre de cela. Le stoïcisme enseigne que le respect de soi est à l'origine de tout respect extérieur. Marc Aurèle comprenait que, si tu gouvernes ton intérieur, ta seule présence reflète l'ordre et l'autorité. Cette autorité ne vient pas de l'imposition de la peur, mais de la démonstration que tu as le contrôle de toi-même en toutes circonstances. Transformer ta présence en un aimant implique de prendre soin de détails qui sont souvent négligés. Ta posture doit être ouverte mais ferme, ton regard doit transmettre de l'attention, ton ton de voix doit être clair et stable. Quand tu parles, tu le fais parce que tu as quelque chose à apporter, pas pour combler les silences. Quand tu écoutes, tu le fais vraiment, sans attendre ton tour pour parler. Cette combinaison d'attention et d'autocontrôle a un impact profond sur les gens. Dans le domaine professionnel, cela signifie que tes contributions sont entendues même si tu n'interviens pas constamment. Dans le domaine personnel, cela fait que ceux qui cherchent à profiter de toi gardent leur distance, car ils perçoivent que tu n'es pas un terrain facile pour les jeux émotionnels. Et pour ceux qui valorisent l'authenticité, ta présence devient un espace sûr et fiable. Le respect qui naît de la présence ne repose pas sur le bruit ou la démonstration constante de force, mais sur la cohérence. Chaque fois que tu tiens ta parole, que tu gardes ton calme face à une provocation, que tu choisis d'agir avec un but, tu renforces cette image. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi, mais tu fais comprendre clairement que celui qui traite avec toi doit le faire avec respect. Avec le temps, ta seule entrée dans un lieu fait la différence, non pas à cause de ce que tu portes ou de ce que tu dis, mais parce que tu irradies la sécurité de celui qui ne cherche pas l'approbation, mais qui ne craint pas non plus le jugement d'autrui. Ta présence n'impose pas seulement le respect, elle inspire aussi les autres à élever leurs propres standards de comportement. Quand tu atteins cela, tu ne dépends plus de la validation externe pour sentir ta valeur. Tu ne cherches plus à être reconnu, car ta façon d'être dans le monde parle pour toi. Et c'est le point culminant de tout ce que tu as appris ici. Tu n'as pas besoin de dire que tu mérites le respect, car la façon dont tu vis et te conduis le rend inévitable. Ta présence cesse d'être seulement physique et devient une force qui se ressent, qui se rappelle et qui se respecte. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Stoïcavi. Chaque jour, un nouveau sujet et une nouvelle pensée pour vous accompagner. Votre soutien nous fait avancer